sans plus tarder, puisque nous sommes pris par le temps, nous allons passer la parole à Monsieur Papa Bouya Mbaye, coordonnateur des professeurs de philosophie du Sénégal, pour un débat sur l'actualité de la réflexion philosophique. Alors, j'ai 3 problèmes et j'aimerais les partager avec vous pour qu'on essaye de trouver des solutions. Le premier problème est que je devais intervenir sous format débat. Je ne vois pas le thé. Donc ça, c'est un problème. L'autre, c'est est-ce qu'on va réussir à trouver une solution pour le débat? Parce que s'il n'y a ni thé ni débat, ce sera hors sujet. Là où vous pouvez m'aider, en attendant le thé, au moins organisons le débat. Vous êtes d'accord? Très bien. Ce qui veut dire que je vais me considérer, ou je vais vous considérer comme des philosophes. Nous sommes tous ici, aujourd'hui, philosophes. Et donc, je n'ai pas le monopole de la parole. Quiconque souhaiterait intervenir pourrait simplement lever la main à n'importe quel moment du discours pour s'exprimer librement. La philosophie est débat, la philosophie est discussion. Donc je pense que ce problème-là, on peut ensemble arriver à trouver une solution pour. L'autre problème, le deuxième, est que mes notes, ce que j'ai préparé, se trouvent à l'intérieur du téléphone, qui nous sert de direct. Donc je ne sais pas quoi dire. Mais là aussi, je vais demander votre aide. Nous allons faire comme si on était au baccalauréat, puisque au baccalauréat, le téléphone est interdit. Et donc, nous ne parlerons, ou en tout cas, nous ne dirons que ce sur quoi nous avons réfléchi ensemble, sur quoi on a émis une analyse critique et rigoureuse pour enfin arriver à une conclusion, ou en tout cas une conclusion partielle, puisqu'on ne conclut jamais en philosophie. Donc les problèmes que nous allons poser, nous allons essayer de les analyser ensemble, d'accord, d'argumenter ensemble, d'accord. Donc sur ça aussi, je compte sur votre aide. Le troisième problème est que, donc sans thé, sans débat et sans note, on me demande de parler de l'utilité de la philosophie. Alors, ça peut paraître bête. Et souvent, un néophyte, un nouveau, peut candidement, naïvement, poser la question, la philosophie est-elle utile? Ça peut nous paraître bête. Mais en réalité, en posant cette question, il pose une bien meilleure question en philosophie que les précédentes. L'utilité est avant tout un concept pas facile à définir, un peu complexe. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une chose est utile? Parce que vouloir définir l'utilité serait aussi de la distinguer de l'utilitaire. Parce qu'une chose est utile, c'est quelque chose, mais une chose, ou bien quelqu'un est utilitaire, c'en est une autre chose. Donc en fait, la question est que la philosophie est utile? Mais aussi, à ne pas oublier, est-ce que la philosophie ne serait pas utilitaire? Donc, d'abord, arrêtons-nous sur l'utilité. Est utile ce à quoi sert quelque chose. Donc, une chose est utile lorsqu'elle sert à quelque chose. Et cette définition de l'utilité est du point de vue de la nécessité. De la nécessité parce que tout ce qui existe sert à quelque chose. Sinon,
elle n'existerait ou il n'existerait pas. Bien vrai que ce à quoi elle sert ou il sert pourrait ne pas nous intéresser. Mais au moins, ça sert à quelque chose. De l'autre côté, quelque chose est utilitaire si et seulement si c'est un moyen pour parvenir à une fin. Donc, en fait, tout ce qui est utilitaire, c'est le moyen utilisé pour parvenir à une fin. Alors, est-ce que la philosophie peut être comprise comme un moyen que l'on utilise pour parvenir à une fin? Donc, voilà aussi un problème que nous devons régler. D'un autre côté, si nous disons que la philosophie est utile ou bien que la philosophie n'est pas utile, ce serait aussi de répondre à la question, est-ce que la philosophie ne serait pas un acte gratuit? Parce que quelqu'un qui me dit que la philosophie n'est pas utile, cela voudrait dire que, en fait, la philosophie pourrait être un acte gratuit. Alors, du point de vue de notre niveau, qui sommes élèves en terminale, en préparation pour le baccalauréat, répondre à la question, la philosophie est-elle, oui ou non, un acte gratuit, pourrait nous intéresser. Et donc, on va essayer de répondre à ces trois questions. La philosophie est-elle utile? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle ne serait pas un acte gratuit? Ensuite, j'aimerais avec vous qu'on essaye d'étudier aussi le regard qu'à l'extérieur, le regard que le monde extérieur a de la philosophie. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de la philosophie, à la fois il y a les spécialistes de la philosophie, ou en tout cas les philosophes, qui peuvent avoir un regard sur leur activité ou sur une activité dont ils se réclament, c'est-à-dire sur la philosophie. Mais il y a aussi l'autre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas philosophé, ou ceux qui n'ont pas, ce que Bertrand Russell dit, ceux qui n'ont aucune teinture de philosophie, ont aussi un regard sur la philosophie. Donc, quels sont ces regards-là sur la philosophie? Comment la philosophie est conçue, comprise par le philosophe lui-même, ou ceux qui philosophent, et comment la philosophie aussi est comprise par ceux qui ne philosophent pas. C'est à travers ces deux regards que nous pouvons savoir qu'est-ce qui est, au cas où nous jugeons la philosophie inutile, on lui reproche. Qu'est-ce qu'on reproche à la philosophie? Ou qu'est-ce qui est reproché à la philosophie? Qu'est-ce que les philosophes eux-mêmes reprochent à la philosophie? Ou certains des philosophes reprochent à la philosophie? Et qu'est-ce que la majorité, c'est-à-dire l'opinion, le sens commun, reproche aussi à la philosophie? Est-ce que ces reproches-là sont fondés? Et aussi, de nos jours, nous vivons une période qu'on appelle souvent la période de l'hégémonie de la puissance technoscientifique. On voit, nous sommes entourés de pas mal de prouesses réalisées non pas par la philosophie, mais par la science et la technique. Je dirais le couple, la science et la technique. Alors, donc, comment la philosophie est aujourd'hui jugée par comparaison avec les progrès de la technique et de la science? Est-ce qu'on devrait comparer la philosophie avec la technique? Est-ce qu'on devrait comparer la philosophie à la science? Et pour finir, nous allons ensemble voir, est-ce que, de nos jours, la philosophie a des raisons d'être? Si elle a des raisons d'être, quelles seraient ses principales préoccupations? Quelle serait sa mission? Et quel est son avenir? Donc voilà autant de questions sur lesquelles je vais m'amuser à diriger le débat et à essayer à ce que chacun puisse intervenir. Si j'avais les moyens, j'allais poser le premier problème, et celui qui apporte la réponse la plus, en tout cas, convaincante du point de vue argumentaire, je lui fais un wave direct. Alors, donc, il faudrait d'abord que j'essaye de camper le débat sur l'utilité de la philosophie. Donc, n'oubliez pas, d'une part, arrivé au baccalauréat, quel que soit le sujet qui vous sera proposé, ou en tout cas, quel que soit le sujet que vous allez choisir, on vous demandera de faire une phase de validation, où vous allez essayer
d'expliquer une position, et ensuite on vous demandera d'avoir une position, ou en tout cas de tenir une phase critique, c'est-à-dire un dépassement de la première proposition. Ce qui veut dire que, en fait, il n'y a rien d'incohérent dans ça. On vous demande seulement, à chaque possibilité, d'évaluer, d'analyser et d'examiner les pour et les contre, pour enfin maintenant faire une conclusion partielle à travers ces deux positions. Donc voilà pourquoi lorsqu'on demande est-ce que la philosophie est utile, on est censé attendre à ce que l'élève soit capable, d'accord, de dire qu'est-ce qui ferait qu'on puisse penser que la philosophie ne serait pas utile. Donc en fait, selon vous, qu'est-ce qui fait, ou en tout cas, sur quel argument repose la thèse selon laquelle la philosophie ne serait pas utile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver, ou en tout cas à répertorier l'ensemble des arguments avancés par ceux qui ne sont pas d'accord sur l'utilité de la philosophie? Le wave, on verra, hein? J'y réfléchis, d'accord? Alors, pour la thèse, la philosophie n'est pas utile. Sur quoi repose cette thèse? Sur quel argument repose la thèse selon laquelle la philosophie n'est pas utile de nos jours? Oui, en termes simples, la philosophie ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. Ce qui veut dire, parce que les citations au baccalauréat, il va falloir les expliquer. Apprenez ou ayez l'habitude, à chaque fois que vous avez émis une citation dans votre argumentation, l'expliquer. Autre chose, l'intervention de Al-Hassan, hein, nous aide beaucoup parce qu'elle nous permet en même temps aussi de corriger certaines maladresses qu'il ne faut pas répéter au baccalauréat. On ne peut pas prendre une citation d'auteur pour un argument ou une thèse. En fait, ce serait mettre l'auteur devant et se cacher derrière. Alors que nous avons dit, Djibril, M. Diouf l'a si bien dit, la philosophie est avant tout une réflexion personnelle et critique du philosophe. Donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'avancer vos thèses, d'accord, les thèses comme des pistes de réflexion, de les soutenir avec vos arguments, et ensuite, si possible, d'illustrer avec une citation d'auteur. Si vous avez choisi d'illustrer avec la citation, parce que n'oubliez pas aussi que la citation n'est pas la seule illustration possible. Vous pouvez illustrer avec un exemple dans votre vécu. Vous pouvez illustrer avec même des propos qui ne sont pas philosophiques, mais en tout cas qui nous apprend un petit peu sur la solidité de l'argument défendu. Donc, la philosophie ne commence qu'à la tombée de la nuit. Ce qui veut dire qui ne travaille pas au moment où on doit travailler. Oui, que les philosophes dorment au moment où les gens travaillent. Et ils vont se réveiller là où il n'y a plus rien à faire. Voilà ce qui est reproché à la philosophie. Voilà ce qui est reproché à la philosophie. On reproche à la philosophie, dit Al-Hassan, de ne pas travailler pendant qu'il est temps de travailler, de dormir, et de ne se réveiller qu'à la tombée de la nuit. Pendant la nuit, c'est fait pour se reposer. Alors, il y a une idée cachée derrière. Non, pas derrière le propos de Hegel, mais derrière ce que veut dire Al-Hassan. Et c'est aussi ça l'originalité que vous devez faire montre au moment du baccalauréat. Il ne sert à rien de vouloir dire ce que va dire tout le monde. Chacun a sa spécificité et chacun a son originalité. Essayez autant que faire se peut, à chaque fois que vous avez un argument à défendre, de voir comment vous pouvez convaincre celui qui vous lit. Ne vous dites pas simplement que c'est un prof de philo, oh, il va comprendre. Non, il peut ne pas comprendre. Donc, à vous, et en général, le correcteur n'est pas le prof de philo, c'est le candidat qui est prof de philo. On demande au correcteur de ne suivre que le candidat.
Donc, vous êtes les maîtres du jeu. Si vous nous demandez d'aller là, on va aller là-bas. On va voir. Peut-être à la fin, on sera déçu. Ou bien, on sera satisfait. Mais à vous de mener le jeu. Donc, voilà pourquoi je dis à chaque fois que vous avez une idée, mettez l'idée au clair, au propre, et surtout, faites de telle sorte qu'elle soit cohérente. Vous ne serez pas forcément jugé sur les positions que vous allez prendre, mais vous allez être jugé sur comment vous défendez les positions que vous prenez. D'accord? Donc, en fait, premier argument, on l'a avec Alassane, la philosophie, au moment où les gens ont besoin, au moment où les gens sont dans une urgence, la philosophie nous déçoit. La philosophie nous déçoit. Elle prend son temps et refuse de répondre dans l'urgence. Alors, Stéphane Robillard, allez-y lire du côté de Stéphane Robillard. Stéphane Robillard. La philosophie nous déçoit. En fait, le premier sentiment qu'a l'homme du sens commun à l'égard de la philosophie, c'est une déception. Que la philosophie nous déçoit. Que la philosophie nous déçoit. Dans la mesure où, lorsque les gens attendent des solutions, la philosophie se permet, comme l'a dit Djibril Diouf, avec la réflexion. Ça demande du temps. Le doute, ça demande du temps. Examiner et analyser, ça prend du temps. Et que finalement, l'homme du sens commun se détourne de la philosophie, puisqu'il n'a pas de temps à attendre. Deuxième argument, oui, contrairement à la science, oui, très bien, très bien. Bon, j'aurais bien aimé que vous mettiez la prudence. Non, en fait, c'est même un conseil technique. Quand vous allez au baccalauréat, pour vous protéger, et surtout pour mettre de la hauteur dans ce que vous dites, et même dans la vie de tous les jours, d'accord, utilisez souvent des formules modérées. Modérées. Du point de vue, parce que si on se met à la place de l'homme d'aujourd'hui, qui a des besoins spécifiques, et qui pense que seule la science peut régler ses problèmes, et donc, en mettant tout sur la science, il va se détourner de la philosophie, ou il se détourne souvent de la philosophie, ou il a tendance à se détourner de la philosophie. Parce que déjà aujourd'hui, on compare, parfois naïvement, la science à la philosophie, ou la science et la philosophie. Alors que les deux peuvent ne pas avoir les mêmes préoccupations, peuvent ne pas avoir les mêmes fonctions, peuvent ne pas avoir les mêmes objectifs. Alors, on dira, et que vous l'avez dans les cahiers, mais bon, puisque nous avons oublié nos notes, essayons de faire parler nos têtes. On dira que si aujourd'hui la philosophie est critiquée, attaquée, parfois même traînée à la justice, c'est parce qu'elle est comparée à la science et à la technique. On lui demande de faire la même chose que la science et la technique. Puisque la science, depuis à partir du XVIIe siècle, c'est allié avec la technique, ou en tout cas la technique c'est allié à la science. Donc en fait, ça c'est un problème que je mets en suspense. Comment ça s'est passé? Lorsqu'on parle de la technoscience, d'accord, il s'agit des résultats, d'accord, des découvertes scientifiques qui ont été utilisées par des applications techniques pour aboutir à ce qu'on appelle les progrès de la technoscience. Donc en fait, ce n'est pas la science qui a décidé un bon jour de dire que waouh, moi je vais trouver un allié de taille qui sera la technique. Ou bien que la technique décide de trouver un allié de taille qui sera la science. Non, c'est une partie de l'histoire qui consiste à montrer qu'il y a eu un moment où les découvertes scientifiques ont été utilisées dans des domaines techniques pour aboutir à des résultats que nous voyons aujourd'hui. Et ces résultats, en fait, il y a un exemple.
sur ça. Mais la philosophie n'a pas, pour répondre à cette question, ou en tout cas pour essayer de répondre à cette question, la philosophie n'est pas la science. La philosophie n'est pas la technique. La philosophie n'a pas la même vocation que la science. La philosophie n'est pas la même vocation que la technique. Donc, elle n'a pas, ou on n'a pas à faire la comparaison. Ce que vous pouvez dire, si vous analysez l'idée que certains critiquent la philosophie parce qu'ils préfèrent la science, c'est que la philosophie n'intervient pas dans le processus, en fait, n'intervient pas dans le réel. La philosophie n'a pas pour vocation d'agir comme la technique. La philosophie n'a pas pour vocation d'intervenir comme la technique. Le but principal de la philosophie, il est d'ordre spirituel. C'est exercer l'esprit. Comme quand vous avez les cours de EPS, vous exercez le corps. Alors, quand vous avez cours avec Madame Silla, préparez-vous, vous allez exercer l'esprit. Donc, on demandera à l'esprit de faire des roulades arrivées, jambes écart, des roulades avant, des sauts, des 100 mètres, ou en tout cas, des courses de fond. Donc, voilà à quoi on s'attend à ce que l'esprit puisse être capable de faire en cours de philosophie. Exercer l'esprit. Mais aussi, assouvir la curiosité intellectuelle de l'homme. Régler la question de la curiosité intellectuelle de l'homme. Les questions sont là, devant nous. Tout à l'heure, Djibril Diouf a parlé de des questions kantiennes. Moi, je vais ajouter des questions kierkegaardiennes. En fait, il y a une question qui sont posées à l'homme par le monde et que l'homme doit apporter des solutions, doit apporter des réponses, ne serait-ce que pour soi-même. Et donc, voilà pourquoi la philosophie aide à au moins trouver les réponses à ces questions. La science ne répond pas à des questions d'ordre spirituel ou à des questions d'ordre sentimentaux. En fait, il appartient à la philosophie de travailler dans ce sens-là, et c'est en philosophant que nous pouvons trouver des réponses à ces questions-là. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas à comparer la science et la philosophie. Voilà pourquoi nous n'avons pas à comparer la philosophie et la technique, parce que, en fait, les vocations ne sont pas les mêmes. Que la science progresse et découvre des choses, c'est très bien. Que la technique puisse s'allier à la science et découvrir, ou en tout cas nous mener vers le progrès, encore mieux. Mais cette collaboration est loin de régler les problèmes qui se posent pour l'humanité. Lorsque nous avons un problème sentimental, est-ce on peut faire appel à un scientifique? Lorsqu'on a mal au cœur, lorsque nous avons un... Oui. Lorsqu'on a une déception, lorsqu'un ami nous trahit, est-ce qu'on peut faire des calculs? Hein? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Donc, en fait, ce qui veut dire que la question de Hassan... Oui, monsieur le directeur? C'est bon. Alors, j'ai un exemple concernant cette question-là. C'est que la science et la technique, je vais terminer là, la science et la technique nous aident, certes, du point de vue matériel. Et je m'attendais à cette question, parce que peut-être certains vont réagir dans ce sens-là. Si on est intéressé par la matérialité des choses, par le matériel, on peut trouver en la science et en la technique un avantage, beaucoup d'avantages. Mais lorsque aussi on est intéressé par le côté spirituel de la vie, il faut aller au-delà de la science et de la technique. Aller chercher du côté de la philosophie, aller chercher du côté de la religion les réponses aux questions qui nous assiègent. En réalité, et c'est une idée que vous pouvez défendre,
de nos jours, il est beaucoup plus facile de montrer que la science et la technique sont en crise que de montrer que la philosophie est en crise. Aujourd'hui, les sciences et les techniques, bien que nous menant vers le progrès, en réalité, nous posent énormément de problèmes nouveaux. On vous a parlé de la destruction de la couche d'ozone par émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr que la couche d'ozone qui nous protège des rayons du soleil pourra résister dans quelques années. Pourquoi? Parce que, en fait, nous employons énormément d'énergie, énormément d'effets de serre qui mettent en danger cette couche d'ozone-là. Et que l'humanité ne peut pas s'arrêter puisque nous en avons besoin. Et donc, en fait, c'est un problème qui découle du progrès technoscientifique. Mais un problème auquel on appelle aussi à la fois à la philosophie de trouver une réponse. Aujourd'hui, on parle de l'écologie. L'écologie. Alors, dans ce sens-là, comment l'être humain devra évoluer dans la nature, non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger l'environnement dans lequel il est censé vivre. Ensuite, au-delà de la destruction de la couche d'ozone, nous avons des problèmes nouveaux qui nous empêchent de dormir. La manipulation génétique. Moi, des fois, je vous dis, mais on est où là? La manipulation génétique. On est arrivé à un point tel, la science, par le progrès et la technique, on peut manipuler les gènes, les modifier en fonction de nos besoins. Si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez produire une banane bleue. Une banane à l'intérieur, vous avez une banane bleue. Si on veut aujourd'hui, avec le phénomène des mères porteuses, on peut aujourd'hui passer par l'insémination artificielle, prélever des gènes chez l'homme et chez la femme, faire une sorte de fécondation in vitro dans des climats adéquats, et ensuite louer une ventre, parce qu'en fait la mère porteuse, je l'appelle un locataire de ventre, louer un ventre et mettre le résultat de la fécondation, le fœtus, je ne sais pas comment on l'appelle, on met fœtus avec beaucoup de guillemets, on le met dans le ventre de la mère porteuse, qui porte pendant 9 mois, et qui ensuite remet le bébé à quelqu'un à qui, en fait, l'enfant lui est destiné. La science dit possible, la science dit que c'est possible, la technique le fait. Donc, en fait, la philosophie, ici, va jouer 2 rôles. Et c'est ça aussi l'avenir de la philosophie, c'est ça aussi l'actualité de la philosophie. C'est-à-dire qu'il appartient à la philosophie en même temps de réfléchir sur les résultats de ce couple technoscientifique, c'est-à-dire de jouer un rôle épistémologique, mais aussi un rôle moral. Est-ce que l'homme doit créer, ou en tout cas, est-ce que l'homme doit se mettre à la place de Dieu qui avait le seul droit de créer? Est-ce que l'homme peut et doit créer? Surtout doit créer des humains. Est-ce que l'humain qui est créé par l'homme à travers l'utilisation de la technoscience peut être considéré comme un humain comme nous tous qui sont des produits de la nature ou des produits de Dieu? Donc en fait, ces questions-là sont d'ordre actuel et que ça montre que la philosophie a toujours un rôle à jouer et continuera, autant qu'il y ait des découvertes, à jouer des rôles sur à la fois le côté technique, sur le côté de la science, sur l'épistémologie, mais aussi sur la morale. Est-ce que l'homme doit? Parce que la science ne se pose pas la question, est-ce qu'on doit? La technique, moins. Donc, c'est possible, on le fait. Maintenant, il appartient à la philosophie de se demander, d'accord, oui, c'est possible, mais est-ce que tout ce qui est possible, techniquement, doit être réalisable? Et voilà, déjà, un bon sujet. Tout ce qui est techniquement possible, est-il forcément réalisable?
Ensuite, je vous pose une dernière question. Aujourd'hui, la philosophie, je l'ai dit tout à l'heure, est attaquée de l'intérieur, de l'extérieur. Nous avons émis quelques thèses, quelques arguments sur les attaques venant de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui est reproché par les philosophes à la philosophie? Qu'est-ce que les philosophes reprochent à la philosophie? Est-ce qu'il y a des attaques qui proviennent de l'intérieur de la philosophie, adressées à la philosophie elle-même? Est-ce qu'il y a des philosophes qui ont attaqué la philosophie? Le positivisme, ça vous dit quelque chose? Je donne des pistes. Le positivisme. Auguste Comte. Ça vous dit quelque chose? Métaphysique. Elle est où l'élève qui a parlé? Très bien. Ah, c'est la... Ah, oh. Oui. Oui. Il y a beaucoup de philosophes qui ont émis des attaques sur la philosophie. Et donc, en essayant de montrer que la philosophie est attaquée, il faudrait aussi montrer les attaques qui viennent de la philosophie elle-même, ou en tout cas des philosophes eux-mêmes. La philosophie est attaquée parce que si vous allez chez Auguste Comte, dans la règle des 3 états dont parle Madame, on vous dira que, en réalité, la philosophie est dépassée. En tout cas, si elle est considérée comme métaphysique. Pourquoi? Parce que chez Auguste Comte, l'esprit a eu 3 évolutions. Donc en fait, l'homme a commencé par une première phase, une première étape qu'on appelle l'état théologique, où l'homme se mettait à croire en des divinités. Premier état. Mais cet état-là est dépassé. Ensuite, on est passé du premier au deuxième qui correspond chez Comte, parce que le premier, c'est l'enfance de la raison. Quand on dit que c'est l'enfance de la raison. Le deuxième état, l'état métaphysique, où l'homme se met à poser des questions auxquelles, en fait, il sera difficile de trouver des réponses. Ou il n'aura même pas de réponse. Et donc, cette phase-là, de l'évolution de l'esprit, c'est une phase intermédiaire que Comte appelle l'adolescence de l'esprit. Et ensuite, le troisième état, qui correspond avec l'état actuel, que Comte appelle l'état positif. L'état positif qui signifie chez Comte la maturité de l'esprit. Donc, où l'homme se pose des questions et apporte des réponses à ces questions. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'il ne se pose que des questions auxquelles il peut résoudre. Alors, ça c'est de Comte. Première attaque. Donc, pour Comte, et pour le positivisme conscient, la philosophie doit être reléguée au second plan. Ensuite, même on peut pousser plus loin ce positivisme conscient-là, qui va aboutir à une autre forme de positivisme, qu'on appelle le positivisme logique du cercle de Vienne, avec Wittgenstein, qui demande à ce que la philosophie puisse se remettre en cause et pour ne pas disparaître, il faudrait qu'elle simplifie son langage, le langage utilisé. Il faudrait que les philosophes simplifient leur langage pour ne pas disparaître. Pourquoi? Parce que pour Wittgenstein, donc là, j'ouvre une perspective pour le langage. Pour Wittgenstein, ce que je peux dire, c'est ce qui est de mon monde. Ce qui n'est pas dans le monde, on ne peut pas le dire. Dans le langage, tout ce que je dis doit renvoyer à un signifié. Donc, ce qui veut dire que si je dis table, pour qu'on puisse être d'accord sur ce que je dis, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, il faudrait que nous ayons la table comme exemple. Alors que dans la philosophie, surtout de son côté métaphysique,
tous les concepts utilisés n'ont pas forcément des référents, ne renvoient à rien. Il y a beaucoup de concepts utilisés en philosophie qui ne renvoient absolument à rien par rapport à notre monde. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais d'accord sur ce qu'on dit. Ce qui aussi explique la diversité des systèmes philosophiques. Et donc pour Wittgenstein, il faut revenir maintenant, il faut laisser cette partie métaphysique-là de la philosophie où on n'est jamais d'accord. Il faut revenir sur la réalité et parler des choses auxquelles on peut trouver des référents. Donc c'est une critique aussi que Wittgenstein adresse à la philosophie. Donc il faudrait, pour que la philosophie puisse survivre, qu'elle simplifie son langage. Elle adapte au monde. Tout ce que je dis doit correspondre au monde. Tout ce qui n'est pas dans le monde ne peut pas se dire. Et tout ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Ça, vous l'avez dans le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Ensuite, il y a d'autres critiques qui viennent aussi de la philosophie, qui sont beaucoup plus récentes que la critique de Wittgenstein. Vous avez chez les Américains ce qu'on appelle le pragmatisme, développé par Charles Sanders Peirce et William James. Le pragmatisme, développé par Peirce, en fait, vous l'avez Peirce, le maître à penser, et William James, qui a beaucoup écrit sur le pragmatisme et son rapport avec la philosophie. Alors, pour le pragmatisme, la philosophie, non seulement doit être reléguée au second plan, mais en fait, en réalité, la philosophie en tant que métaphysique, ou en tout cas la philosophie en tant que réflexion sur l'homme et sur l'esprit, doit disparaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme, pour le moment, n'est intéressé que par l'efficacité. Et l'énergie que nous employons, à la fois dans la pensée, mais aussi dans les recherches, n'est rien d'autre que de l'énergie qui doit être efficace. À quoi ça sert? Donc ce qui me sert à quelque chose et qui doit produire, voilà vers quoi l'humanité doit tendre. Mais tout ce qui ne produit rien du point de vue matériel, tout ce qui ne produit rien du point de vue du développement matériel doit être relégué au second plan. Donc en fait, on demandera à la philosophie de participer à la production de l'homme, mais de participer aussi à la production de l'humanité. Et si elle ne peut pas participer à cette production-là, elle doit disparaître. Ce qui est beaucoup plus proche du mercantilisme. Le mercantilisme aussi est une conception philosophique qui avance l'idée selon laquelle n'est utile que ce qui sert du point de vue matériel. Il faudrait que cela me serve à quelque chose du point de vue matériel. Si du point de vue matériel ça ne me sert à rien, ce n'est pas la peine que j'y consacre de l'énergie. Donc voilà des pistes de réflexion sur des attaques qui proviennent de la philosophie et qui sont adressées à la philosophie. Vous avez aussi chez Socrate, chez Platon plutôt, une attaque qui a été adressée par Calliclès à Socrate, qui dit que la philosophie n'est qu'un jeu. Calliclès reproche à Socrate de vouloir philosopher, même étant un vieux. Il dit Socrate, moi je ne comprends pas comment un vieux peut se mettre à philosopher. Pourquoi? Parce que pour Calliclès, la philosophie n'est qu'un jeu. Et il dit, si on voit un vieux philosopher, on doit même le fouetter. On peut comprendre un jeune qui philosophe, parce que c'est un jeu. Mais il est inacceptable de voir un vieux philosopher. De la même manière, vous avez aussi cette idée que nous rapporte Stéphane Robillard, qui est un professeur de philosophie, qui revient sur cette idée. En fait, c'est difficile parce que c'est un prof de philo et qui parle de la philo. Mais sauf qu'il fait quelque chose de très remarquable, c'est-à-dire qu'il se met du point de vue de l'opinion. En fait, il parle, c'est le prof de philo qui parle, mais il ne parle pas pour lui, il parle pour l'opinion. Et donc, je reviens à la citation que vous avez donnée tout à l'heure. Il dit que la philosophie déçoit. La philosophie nous déçoit parce que nous, on attend des réponses, en fait, du point de vue de l'opinion, des réponses urgentes, des réponses qui ne peuvent pas attendre, et que la philosophie prend tout son temps.
Voilà pourquoi, et ça vous l'avez dans l'image aussi du personnage de Socrate que venait de peindre ce matin, Halia Aïdara. Le personnage de Socrate, à la limite, si on n'est pas fan de Socrate lui-même, le personnage devient dégoûtant, dans la mesure où vous lui posez une question, ou bien il vous pose une question, et il prend tout son temps pour répondre à cette question. Et quand vous voulez répondre à la question, il vous montre que votre réponse n'est pas la bonne, parce que vous devez la reformuler, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour l'opinion, c'est une perte de temps, donc voilà pourquoi aujourd'hui, l'opinion a tendance, le sens commun a tendance à reléguer la philosophie au second plan. Donc voilà pourquoi, puisqu'on parlait de tes débats, voilà moi ce que je pense. Et voilà les pistes de réflexion que je voulais partager avec vous. Donc je lance le débat pour permettre à chacun de prendre position sur l'utilité ou non de la philosophie. Pourquoi ça sert de continuer de philosopher alors qu'on n'atteindra jamais la vérité? Or que la philosophie, on doit continuer toujours à philosopher à condition qu'on s'aide sur le juste milieu, qu'on modère. Car la philosophie place l'homme au centre de ses préoccupations. La philosophie essaie de rendre l'homme meilleur. Il a dit il a parlé du monde où nous sommes. Tout de suite, d'après ce que monsieur avait dit, des dérives de la technoscience, les dérives de la technoscience, la philosophie, l'éthique de la philosophie et sa morale nous permet d'utiliser la technoscience de façon meilleure. Il nous permet de vivre avec la technoscience sans dérive. La conduite de la philosophie nous permet de vivre avec les progrès de la technoscience sans dérive. Et elle place l'homme au centre de ses préoccupations et de la meilleure. Salam alaikum. Je voudrais répondre à Ibrahim tout à l'heure. Il parle de la recherche successive de la vérité. Moi, je pense que les philosophes sont à la recherche de la philosophie, sont à la recherche de la vérité pour l'apaisement de l'âme, à la recherche de l'apaisement de l'âme, à la recherche d'une tranquillité de l'âme, pour savoir, pour répondre à des questions comme comment l'homme doit vivre, comment l'homme est censé vivre, comment l'homme doit se comporter dans son environnement et comment l'homme doit vivre avec sa propre société. Donc la recherche de la vérité dont tu accuses les philosophes, dont tu accuses les philosophes qu'ils ne vont jamais atteindre la vérité. Cette recherche de vérité est, selon moi, une manière de savoir qui est l'homme. Moi, je me dis que le fait que, bon, comme il a dit, si on ne recherchait pas tout le temps la vérité, on ne va pas utiliser nos facultés psychiques. Parce que sinon, si on n'utilise pas nos facultés psychiques, on sera comme les animaux. Ça veut dire que si on ne se pose pas des questions, on va accepter les vérités telles qu'elles viennent. On n'aura pas le temps de réfléchir et de remettre en question. On va accepter les choses comme ils viennent, sans réfléchir. Et en ce stade-là, on sera comparable aux animaux. Pour qu'on puisse parler d'utilité de la philosophie, c'est que la philosophie vise d'abord un objectif. D'ailleurs, définir la philosophie comme une recherche de la vérité, c'est parler qu'il vise un objectif. Or, poursuivre un objectif, un objectif et une activité ne peuvent pas être utiles s'ils ne poursuivent pas un but clairement identifié. En ce sens, on peut dire que la philosophie n'est pas une activité gratuite. Et donc, on peut la placer parmi les disciplines visant à être utiles. Merci. Déjà, moi, pour commencer, je ne suis pas d'accord avec ce concept qu'ils ont que
on ne trouve pas la vérité en philosophie. Je ne suis pas d'accord. Parce que ces vérités sont transversales. Parce qu'on ne peut pas comprendre une personne normale et normale, telle un philosophe, ne peut pas continuer à faire des recherches sur quelque chose qu'il ne trouvera pas. Donc, bien sûr, la vérité est trouvée. C'est parce que ces vérités sont transversales. C'est comme, par exemple, en mathématiques. On nous donne, par exemple, des leçons. On fait une telle leçon. On termine cette leçon. On a des vérités dans cette leçon. Et on voit que cette leçon a une liaison avec une autre leçon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la vérité, mais c'est parce que ces vérités sont transversales, ils sont liées. Donc on a bel et bien la vérité. En vérité, on a bel et bien la vérité, mais ces vérités sont transversales. Pour répondre à sa question. Juste pour revenir sur la question de Mohamed Ndiaye, vous dites que la philosophie est à la recherche incessante de la vérité. Il faut que nous mettions d'abord d'accord sur une chose. La vérité, c'est bien quelque chose dont on a besoin. D'accord, on a besoin de cette chose. Mais est-ce que le fait que, quand on la recherche, on ne va jamais arriver à la trouver, est-ce un argument pour dire qu'il faut arrêter? Parce que je vais donner le cas d'une personne qui, par exemple, s'asphyxie. Cette personne, elle manque d'air. On est en train, par exemple, de l'étrangler. Son adversaire est plus fort que lui. Il va sûrement finir par mourir. Mais est-ce que ça l'empêche de chercher l'air dont il a besoin? Il continue dans ce sens. Parce que c'est quelque chose de vital, en fait. Et pour rejoindre les propos de mon camarade Ibrahim Ognon, il y a ces vérités aussi, elles sont transversales pour dire relatives. Parce que quand on nous dit que 1 au carré ne peut jamais être négatif, et en changeant de peut-être d'ensemble d'études, on nous dit que dans l'ensemble des nombres complexes, 1 au carré peut être quelque chose au carré peut être négatif. Alors qu'on sait que quand on te dit moins 2 au carré, on va dire que ça c'est toujours positif. Alors qu'en changeant d'ensemble, on se dit que ça existe, c'est possible. C'est dans ce sens-là que le fait que la vérité ne peut être jamais atteinte par les philosophes soi-disant ne constitue pas véritablement un argument, selon ma vision. Je ne sais pas si je peux intervenir par rapport à l'utilité et à l'inutilité. D'abord, en soulignant le caractère insatisfait de la philosophie, il l'a dit en fait, parce que le fait de rechercher continuellement des vérités, qu'une réponse engendre une autre, fait revêtir à la philosophie un caractère plutôt insatisfait. Or, pour contextualiser, dans le monde où les besoins matériels priment, l'homme d'aujourd'hui n'a plus besoin de cette recherche continue qui ne l'amène à rien de concret véritablement. Et pour un peu aussi aller dans le sens de la définition de la philosophie, il y a aussi la complexité de son objet d'étude. La science, elle a un objet d'étude bien défini, ce qui la cerne, ce qui la cadre et qui permet plus ou moins de la contrôler. Tandis que la philosophie a une dimension axiologique très large. Et ce qui fait que l'homme a du mal à la cerner. Et peut-être je peux permettre de me dire que l'homme du sens commun se permet de la rejeter parce que c'est une chose trop lourde pour elle. Et en entrant encore plus dans le caractère insatisfait, j'avais oublié ça, il y a aussi le fait que l'insatisfaction génère des contradictions. Cette contradiction, au vu de l'homme du sens commun, c'est comme si la philosophie elle-même se démontait. Elle est comme si elle est en train de se décrédibiliser. Parce qu'elle affirme une chose et son contraire. Et ce qui la rend un peu moins crédible vis-à-vis de l'homme de sens commun, vis-à-vis de l'opinion, et qui fait qu'aux yeux de l'homme du sens commun, ce n'est que spéculation. Je suis un peu dispersée. Pour revenir un peu à Mohamed Ndiaye, il y a aussi le fait que le fait de juger la philosophie comme un éternel questionnement. Là, tu ne fais qu'analyser sa dimension spéculative. Tout à l'heure, Mme Halia Aïdara a parlé de la philosophie comme art de vivre. On a parlé d'un Socrate vertueux. On a parlé d'un Socrate qui a, bien qu'il a tous les vices, mais il les maîtrise. Ce n'est pas seulement un questionnement sans fin où chaque réponse engendre une autre, mais c'est aussi un art de vivre. Elle nous permet de vivre. Toi, en parlant de pourquoi philosophie, tu n'as fait
que canaliser une dimension ou une seule partie de la philosophie, donc tu l'as limité et tu n'as pas vraiment cerné la philosophie. Et donc, lorsque tu crois à cette vérité, tu n'essaieras jamais. Non, je te donne juste un exemple. Genre, tu as une vérité ici. Tu vas pas essayer de la remettre en cause, n'est-ce pas? Quand tu as une vérité, seulement une simple vérité, par exemple, le ciel est bleu, n'est-ce pas? Tu essaieras jamais de la remettre en cause. Mais on dit que la philosophie, c'est une discipline antidogmatique, n'est-ce pas? Mais donc, si la philosophie croit à une vérité et n'essaie pas de la remettre en cause, ça veut dire qu'elle dégénère en dogmatisme. Et lui, Althusser lui-même l'a dit, la philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire un savoir qui est mis en formule définitive et complète. Donc, on va cesser de philosopher et donc, ça n'aura plus aucun sens de se poser des questions de philosopher. Et la philosophie, son but, il n'y a pas d'objet d'étude en philosophie précis, mais la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Étymologiquement, oui. Donc, c'est quoi l'amour? C'est un manque, un désir. Et donc, l'amour de la sagesse, on va essayer d'aller rechercher la sagesse, d'aller essayer d'en trouver. Donc, si on atteint une sagesse, on va cesser également de philosopher. Et Platon dit que aucun des dieux ne philosophe et ne désire philosopher, car ils savent, aidez-moi s'il vous plaît, car ils savent, Platon, aucun des dieux ne philosophe et ne désire philosopher, car il est savant, et en général, si l'on est savant, on ne philosophe plus. Voilà, exactement. Donc, si on est savant, si on atteint une vérité, on va cesser de philosopher. Donc, ça n'aura plus aucun sens de philosopher. Étudiez bien l'exemple que vous avez donné. Vous m'avez demandé de regarder le ciel s'il est bleu. Mais au moins, le ciel, je le regarde, je vois. Tout le monde sait qu'il est bleu, il est là. Alors que pour la philosophie, on dit des choses qu'on ne voit même pas. Et on va à chaque fois nous imposer cela. Et vous l'avez dit. Sans ce questionnement, il n'y aura plus de philosophie. Donc, si la philosophie a une vérité, elle cessera d'exister. Donc, à quoi cela va nous servir? Si nous, on a besoin de vérité et que elle-même, si elle a cette vérité, elle n'existera plus. Donc, à la fin, on assistera au déclin de cette philosophie. Moi, je dis que la philosophie, si on est en perpétuel questionnement, c'est juste pour nous éviter la cécité intellectuelle. Cela veut dire qu'on ne va plus essayer de savoir, nous serons aveugles et on ne va plus essayer de remettre en cause les vérités préétablies. Et continuel nous dit que la philosophie, c'est comme l'éléphant qui, en marchant, ne cesse ne pose le pied de devant que s'il est sûr que celui de derrière a été bien raffermi. Donc, si la philosophie se pose éternellement des questions perpétuellement, c'est juste pour essayer d'ouvrir notre esprit, d'agrandir notre savoir, quoi. Et si on recherche une connaissance, comme il l'a dit, c'est pour comprendre. Et si on comprend, on va essayer d'expliquer les choses. Voilà. Donc, si on pose des questions, nous allons effectivement atteindre une connaissance. Et si on atteint cette connaissance-là, on va essayer d'expliquer les autres choses que, voilà. Je pense que le but d'aujourd'hui est vraiment atteint. C'est de vous donner la parole, vous donner l'occasion de parler et non pas de rester là, à une position de surplomb, pour débiter des connaissances toutes faites. J'ai vraiment aimé ça et c'est spontané. Et c'est ça qu'on attend d'un candidat, c'est ça qu'on attend d'un élève en terminale. Alors, j'ai dit que 2 minutes, ce sera peu pas pour satisfaire. Je sais que Mohamed ne sera jamais satisfait, mais quand même pour revenir un peu sur ce qu'il disait. Je commencerai d'abord sur la nature de la vérité, en général. En fait, la vérité est impossible à atteindre, mais les vérités sont possibles quand même à atteindre. Parce que la vérité, elle est globale, elle est globalisante, elle est totale, et plus à disons que plus l'homme vit, ce que je veux dire, c'est que le déploiement de la vérité s'accompagne du déploiement de la vie. Tant qu'il y aura de la vie,
la complétude de la vérité ne sera jamais atteinte. Car chaque jour, chaque moment nouveau qui vient nous apprend quelque chose. Est-ce que vous voyez? À partir de ce moment-là, il n'est pas possible, dans l'intervalle d'une vie, dans l'intervalle d'une génération, dans l'intervalle d'un système de philosophie, d'atteindre cette vérité qui commence avec le début de la vie et qui peut-être finira même après la vie. Donc la vérité, qui est globale et totale, est impossible à atteindre. Elle est inatteignable. Par contre, on peut, avec la philosophie, atteindre des bribes de connaissances, des parties de la connaissance. Et c'est ça qui nous pousse à toujours poser des questions. Si Karl Jaspers dit, chaque réponse devient une nouvelle question, au moins on a une réponse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Même si on va reformuler la réponse pour en faire une autre incertitude et peut-être apporter d'autres questions. Et il faut aussi comprendre que ce qui fait la philosophie, ce n'est pas l'atteinte de la vérité, mais c'est surtout le questionnement. La philosophie est questionnement, la philosophie est analyse, la philosophie est réflexion critique, la philosophie est l'ensemble de ces principes dont nous avons parlé ce matin. Alors, je vais aussi rebondir sur une autre spécification de la vérité. Prenons la classification des sciences que vous avez vu avec votre prof en épistémologie. On a plusieurs types de sciences et chaque science correspond à une vérité. La philosophie, du point de vue, disons, académique, est classée dans la classe des sciences sociales et humaines. Et j'ai dit tout à l'heure que chaque type de science, à chaque type de science correspond un type de vérité. Maintenant, le type de vérité qui correspond aux sciences sociales, dans laquelle est rangée la philosophie, ne se définit pas de la même manière que la vérité dans les sciences logico-formelles, ni dans les sciences expérimentales. Dans les sciences logico-formelles, pour le dire rapidement, la vérité est l'adéquation ou la correspondance entre la pensée et elle-même. Dans les sciences expérimentales, la vérité signifie l'adéquation de la pensée avec la réalité. Mais quand il s'agit de la philosophie qui se range dans les sciences sociales et humaines, là-bas la vérité n'a pas le même sens que les deux sens que j'ai dit tout à l'heure. Là-bas, la vérité a pour sens ce qui donne sens. La vérité, c'est ce qui donne sens. D'accord? Toute affirmation, tout argument, toute idée qui donne sens à un phénomène est une vérité. C'est pourquoi d'ailleurs, deux philosophes peuvent dire deux choses opposées et différentes sur un même sujet et avoir raison tous les deux. Parce qu'ici, la vérité, ce n'est pas une adéquation de la pensée avec elle-même, ni une adéquation de la pensée avec la réalité, mais c'est ce qui donne sens. Alors, toute chose qui donne sens, toute affirmation qui donne sens est une vérité que l'on a atteinte. Et donc, la philosophie, dans ce sens-là, peut atteindre cette vérité. Vous vous êtes focalisé uniquement sur l'aspect sceptique de la philosophie, alors qu'il y a cet aspect méthodique dont nous avons parlé. À côté de cette affirmation de Karl Jaspers, il y a l'autre de Descartes que j'ai rappelé. Philosophie revient à ne jamais prendre aucune chose pour vrai tant que je ne la connais évidemment est telle. Cela signifie que je peux connaître quelque chose d'évident et de ne prendre rien de plus en mes jugements que quoi? Ce qui se présenterait si clairement. Donc une chose peut se présenter clairement à mon esprit. Et dès l'instant qu'il se présente clairement à mon esprit, il devient une vérité, il devient quelque chose de certain, de sûr que je peux retenir. Alors, vous vous êtes également focalisé sur un seul but. Et ça, je pense que votre camarade l'a très bien dit, je l'ai même coché pour ne pas en parler. C'est que la philosophie a un but double. Ça recherche la vérité, mais ça veut aussi fonder un mode de vie. Donc pourquoi ne pas philosopher alors que la philosophie ne se limite pas uniquement à rechercher la vérité, mais elle est aussi art de vivre. On philosophera toujours, car philosopher, c'est questionner pour pouvoir fonder notre vie. Vous avez également pris un exemple qui m'a plu, pour parler de philosophie et science en disant oui, la science a des vérités alors que la philosophie n'en a pas. Donc on devrait supprimer la philosophie. Bon, vous ne l'avez pas dit, mais c'est ce que je suppose. On devrait supprimer la philosophie et se focaliser uniquement à la science. Et là, je te dis que la vérité scientifique n'est pas aussi exacte qu'on le pense, n'est pas aussi définitive qu'on la présente. La vérité scientifique, elle est en fait le résultat d'un ensemble de rectifications, d'amendements qui ne finit jamais. Donc la certitude, ce n'est pas une affaire exclusive à la science, car la science est faite aussi de rectifications. Et je vais finir par cette citation de François Jacob qui dit « Le progrès d'une théorie scientifique, le propre d'une théorie scientifique est d'être tout le temps modifié et amendé. Ce qui est modifié et amendé, qui ne finit jamais. Vous avez pris l'exemple de l'héliocentrisme. Tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil. Et que donc la Terre n'est pas au centre. Mais avant, les scientifiques ne disaient pas ça. C'est la thèse du géocentrisme qui était affirmée
Et pourtant, ça a fondé des systèmes de physique, de chimie et de mathématiques. La science a longtemps évolué avec cette fausseté, avec cette incertitude, avec en fait cette absence de vérité que l'on prenait pour de la vérité. Donc si on veut vraiment classer la certitude, il faut couper la part en deux. La philosophie peut accéder à cette certitude, de même que la science. La philosophie peut faire preuve d'incertitude, la science également peut faire preuve d'incertitude. J'avais vraiment envie de dire ça. Je ne sais pas si je vous ai satisfait. Ça dépendra. Merci. On n'est pas d'accord. Jamais d'accord. Jamais d'accord. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, nous voici à la fin de la journée 100% révision. Comme vous voyez, la télérévision aujourd'hui a décentralisé, non pas dans les locaux de Télé-École, mais ici, au niveau de Lac Rose. Alors, télérévision avec la Maison de la Sagesse, je suis accompagnée de Madame Silla, la coordonnatrice. Bonjour, Madame Silla. Bonjour, Amata. Alors, Madame Silla, pouvez-vous revenir un peu sur le contenu de la journée? Elle a été riche quand même en débat, surtout pour les élèves. Alors oui, comme vous l'avez vu, hein, c'était une journée très riche, surtout riche en débat. Et ça fait plaisir puisque nous sommes pratiquement nous sommes vers la fin de l'année scolaire. Et d'habitude, les profs de philo font des synthèses de philosophie. Mais nous avons voulu faire un atelier qui permet aux élèves de s'exprimer, de revenir sur quelques points phares du programme de philosophie et surtout pour les préparer à mieux affronter les épreuves de philosophie au baccalauréat. En effet, Madame Silla, vraiment des débats, de questions existentielles concernant la philosophie, mais aussi on a appris des cours d'épistémologie, ce qui est une bonne chose. Les élèves ont su s'exprimer à travers cette télérévision. Mais quels sont les résultats attendus? Alors, je dirais que les résultats attendus sont d'abord d'ordre psychologique. Pourquoi je dis psychologique? Parce que ces élèves ont été avec nous pendant toute l'année scolaire. C'est disons, 3 classes de terminale, L2, STEG. Moi, je n'ai pas préféré prendre la parole. J'ai voulu inviter d'autres collègues qui servent, disons, dans d'autres établissements à venir échanger avec les élèves. Le fait d'entendre ce discours extérieur est extrêmement important parce que ça les met en confiance et ils sauront que il est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes professeurs de philosophie, mais le programme de philosophie est le même. Pourquoi j'insiste là-dessus en philosophie? C'est parce que tu entends souvent des élèves te dire oui, la philosophie est une matière aléatoire. Un prof peut valider telle chose, l'autre l'invalider et tout. Et ça, psychologiquement, ça n'encourage pas l'élève. Ça fait que les élèves vont être découragés et abandonner cette discipline. Donc, le but du jeu était en quelque sorte de leur montrer que le programme, il est le même. Les approches peuvent différer, certes, mais les objectifs sont les mêmes. Un élève qui est à Dakar, qui apprend la philosophie à la Maison de la Sagesse et, disons, est soumis aux mêmes règles que l'autre qui est au fin fond du pays, entre autres. C'était ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus d'ordre psychologique pour rassurer les élèves. Maintenant, au-delà de cet ordre psychologique, on a voulu effectivement changer d'atmosphère. Pendant 9 mois, ils sont dans un même cadre à l'école et tout. Pourquoi pas sortir et philosopher autrement? En effet, philosopher autrement, mais aussi réviser autrement. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de partager cette journée avec vous, la Maison de la Sagesse. Merci beaucoup, Madame Silla. Votre message pour vos élèves? Alors, chers élèves, je vous souhaite
une très bonne chance, affronter l'épreuve de philosophie en toute tranquillité et sérénité. Il est vrai que la sérénité et la tranquillité ne sont pas philosophie, puisque la philosophie est inquiétude, mais vous n'avez rien à craindre. Vous avez su, disons, affronter d'autres épreuves pendant l'année scolaire, les devoirs, les compositions, considérer l'examen de philosophie comme une composition nationale, tout simplement, et vous allez voir que vous en sortirez victorieux. Pour télérévision? Ah oui, télérévision. En fait, j'ai suivi vos émissions sur télérévision. Et vraiment, j'ai d'abord été fascinée par la présentation et je crois que vous êtes aussi dans ce cadre-là, le changement de contexte. Parce que je vois des élèves étudier et sur la table, ils ont leur croissant, chocolat et tout, et c'est agréable. Et moi, je me dis qu'on a besoin de motiver les élèves. La meilleure façon de motiver les élèves, c'est de ne pas qu'ils se sentent prisonniers en classe. C'est qu'ils se libèrent. Et c'est cette liberté qui va faire d'eux des élèves productifs. En tout cas, Télé-École, on remercie infiniment Télé-École. On voit ce que vous faites pour l'éducation. Il y a même une émission intitulée Parlons philosophie que je suis passionnément avec notre présentatrice et collègue Madame Badiane. On encourage encore une fois le directeur. On vous remercie. Et au nom de la Maison de la Sagesse, que je rappelle est une école franco-islamique, c'est-à-dire il y a l'enseignement général et l'enseignement islamique. Raison pour laquelle, si vous regardez bien, même à travers l'apparence et tout, vous voyez qu'il y a une différence. Mais cette différence, c'est juste par rapport à l'éducation islamique qui est incluse, mais en dehors de ça, ce sont des élèves comme tous les autres élèves du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Silla. Tel est l'objectif de Télérévision. Comme elle l'a dit, c'est de décentraliser cette révision, de sortir un peu des carcans de la classe, de permettre aux élèves de réviser dans un endroit beaucoup plus agréable. Mais aussi, tel est le rôle de Télé-École, de toujours promouvoir l'éducation. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, ça a été un plaisir de partager cette journée avec vous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Télérévision.